Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. Mohamed Soboh, Hicham Al-Nawaja, Mohamed Al-Salihi, Saïd El-Tawil, Mohamed Abou Matar, Rojdi Sarraj, Salam Mema, Hossam Moubarak, Ibrahim Lafi, Assad Shamlar. Depuis qu'Israël riposte au massacre du Hamas sur son sol, 22 journalistes palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza selon leur syndicat. 22 journalistes tués en moins d'une vingtaine de jours, c'est sans précédent, c'est une hécatombe. À titre de comparaison, depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, 10 journalistes ont été assassinés. Israël essaie de couper la bande de Gaza médiatiquement en réduisant notre accès à Internet. Comme cela, le monde n'aura aucune image de ce qu'ils sont en train de faire ici. Des crimes de guerre contre des femmes, des enfants, des civils. Voici l'une des dernières interviews données par notre confrère gazaoui, Rojdi Sarraj, à notre collaboratrice Céline Martelet, avec laquelle il a travaillé en tant que fixeur-interprète. Rojdi Sarraj est mort à 31 ans. Tué par une frappe israélienne dimanche 22 octobre au matin, dans ou à proximité de son domicile à Gaza. Son épouse Shorouk, avec qui il a fondé une agence photo et vidéo, a été blessée, ainsi que leur petite fille Dania, âgée d'1 an. Photographe, vidéaste et documentariste pour des chaînes étrangères et des ONG, Rojdi Sarraj était aussi fixeur pour de nombreux médias, dont Radio France. Il refusait de quitter la ville de Gaza pour continuer à faire son métier. Bien sûr que j'ai peur, confiait-il à Mediapart. Tout le monde a peur d'être la prochaine cible. Mais nous n'avons pas le choix. En fait, en tant que journaliste, je n'ai que 2 options. Continuer à faire mon métier pour raconter ce qui se passe, ou rester à la maison et ne rien faire. Moi, j'ai choisi de filmer, de photographier, pour que le monde entier sache ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mercredi 25 octobre, ce sont la femme et les 2 enfants de Wael Al-Dahdou, le très populaire correspondant de la chaîne internationale qatari Al Jazeera à Gaza, qui ont été tués par une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat. Journalistes tués ou blessés ainsi que leurs familles, rédactions détruites, coupures d'internet ou encore menaces de censure. Israël étouffe progressivement depuis près de 2 semaines l'information dans la bande de Gaza qui est interdite aux médias étrangers, un blackout médiatique sous le regard du monde entier que nous devons, journalistes et citoyens, dénoncer sans relâche. Exercer le journalisme au péril de sa vie pour honorer le droit de savoir de tout citoyen, notre invité du jour en témoigne. Il est un ami, un collaborateur cher à Mediapart, un journaliste hors pair, qui revient de très loin, de l'enfer taliban, où il a été injustement emprisonné pendant près de 10 mois, parce qu'il est journaliste, simplement parce qu'il est journaliste. Salut, Mortaza Beboudi. Bonjour Rachida, bonjour. D'abord, je tiens à te dire, au nom de tout le collectif de Mediapart, notre joie, notre soulagement, qui sont immenses aujourd'hui, depuis que tu es libre, enfin. Et notre émotion, elle est partagée par nos abonnés, qui n'ont pas cessé, tout au long de ces 10 derniers mois, d'attendre ce moment où nous allons annoncer ta libération. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais mener cette interview. On se tutoie parce que, je l'ai dit, tu es un ami, tu es un collègue. Nous avons tous les 2 travaillé ensemble sur l'Afghanistan et nous avons réalisé une série de reportages en 2022 qui ont été récompensés par la profession. Mediapart est l'une de tes maisons, comme celle de France Télévisions, ou encore celle de Radio France, ou encore celle de Libération. Tu es un journaliste et un collaborateur pour de nombreux médias français, écrits, radio, télévisés. Tu es à la fois journaliste, mais tu es aussi un talentueux et indispensable fixeur et interprète. Tu as été libéré mercredi 18 octobre et tu es arrivé à Paris 2 jours après, à l'aube, le vendredi 20 octobre. À l'heure où le monde entier a les yeux rivés sur une actualité sanglante, celle qui se produit au Proche-Orient. Tes premiers mots ont été des remerciements pour tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés pour ta libération,
mais tu as eu aussi des pensées très émues pour toutes les consoeurs et tous les confrères qui sont morts depuis le 7 octobre pour nous informer sur le conflit israélo-palestinien. Mortaza, c'est un deuxième choc pour toi? Oui, alors quand on voit ça, la liberté de la presse est de plus en plus menacée dans le monde. On voit ça aujourd'hui dans les pays en guerre, comme à Gaza et en Israël. On a perdu plusieurs collègues, notamment des journalistes locaux. Ils sont indispensables pour nous informer aujourd'hui, nous aider aussi, les journalistes occidentaux qui partent en fait sur le terrain de guerre, et donc en fait c'est eux qui nous aident, c'est eux en fait, c'est grâce aux journalistes locaux, c'est grâce aux fixeurs et interprètes locaux qui en fait qui nous aident. Sans eux, il y a plus de reportages. Justement, tu as toujours eu ce sens aigu pour les voix locales et tu les as toujours défendues. Parlons du cauchemar que tu as enduré, toi, le 7 janvier 2023. Tu as été arrêté devant l'université de Kaboul alors que tu photographiais une manifestation d'étudiantes interdites de thèse. Est-ce que tu peux nous raconter ton arrestation? Pour qui tu travaillais alors? Alors en fait, comme on est pigiste, on est freelance, on travaille pour plusieurs médias. Donc en Afghanistan, j'ai fait au moins depuis la chute de Kaboul, j'ai fait une quinzaine d'allers-retours en Afghanistan avec plusieurs médias, rédaction nationale française. Et à chaque fois, on n'avait pas de problème. Donc cette fois-ci, je suis parti en Afghanistan pour 3 médias, notamment France Télé, Radio France, et aussi en fait j'avais aussi une commande pour Libération. Donc je suis arrivé à Kaboul le 5 janvier, et puis j'ai commencé en fait faire mon reportage d'abord pour Libération. J'ai commencé à écrire et en fait rencontrer les activistes afghanes, les étudiantes afghanes, parce qu'au moment en fait l'université était interdite pour les étudiantes afghanes. Donc le 7 janvier dernier, j'étais devant l'université de Kaboul où en fait il y avait un rassemblement des étudiantes qui étaient en fait devant la fac de Kaboul, qui voulaient en fait passer leur thèse à la fac. Elles pouvaient pas. Donc il faut passer par un garçon qui était sur place. Donc j'étais en train de prendre des photos pour mon reportage. Et donc en fait un taliban m'a demandé de venir vers lui. C'était un taliban civil et il se présentait. Donc j'ai montré ma carte de presse afghane et tous mes documents en fait, qui était en règle. Et il m'a dit, monte dans la voiture. Et puis après, il m'a emmené au commissariat local du renseignement des talibans. Et puis, donc, en fait, ils m'ont gardé. À partir de là, est-ce qu'il t'explique pourquoi il t'interpelle? Est-ce qu'il t'explique que tu as commis une infraction, un crime? Pas du tout en fait. J'avais pas ma carte d'identité afghane sur moi, donc j'avais mon passeport français. J'ai montré mon passeport français et aussi le tampon d'entrée, bien sûr, dans mon passeport. Mais en fait, ils s'en foutaient de moi. Il m'a frappé. Il m'a mis en fait dans des cellules dans le commissariat local du renseignement. Et puis après, il commençait en fait il m'a gardé d'abord toute la journée, et le soir en fait le mollah, l'agent du renseignement, il est venu vers moi, donc il m'a interrogé en me frappant. Et je disais, je suis un simple journaliste. Vous voyez, j'ai ma carte de presse afghane, j'ai tous mes papiers, j'avais mon appareil photo sur moi et mon portable. Ils ont tout pris. Et donc en fait, puis ils m'ont gardé pendant une dizaine de jours dans le commissariat local du renseignement. Puis en fait, ils m'ont envoyé au central renseignement à Kaboul. Alors c'est la fameuse prison du renseignement qui est tristement célèbre parce qu'on y pratique notamment la torture, la prison qui se situe dans le quartier de Shajarak. À quel moment tu comprends que il y a une bascule qui vient de se produire, que tu vas être derrière les barreaux pour une période indéterminée et dans des conditions terribles? Alors en fait, d'abord, j'étais pendant 10 jours dans le commissariat local du renseignement, dans le 3e arrondissement de Kaboul. Puis après, j'étais envoyé en fait au central renseignement de Kaboul. C'était au centre de Kaboul à Golbahar Center, et où en fait c'était le central renseignement avec plusieurs journées d'interrogation. Et même ils m'ont gardé un mois avant
d'être transféré en fait dans la prison de Chache d'Arak du renseignement, GDI. Qu'est-ce qu'on te reproche à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, ils m'ont demandé, et en fait, ils m'ont mis en fait dans des cellules assez tout seul, en fait, d'abord tout seul, dans des cellules à 1 mètre carré à peu près. Et puis après, commencer les interrogations. Dites-le que vous êtes un espion du service français. Dites-le que vous êtes qui soutient en fait la résistance, qui emmène de l'argent pour la résistance en Afghanistan, en me frappant, en me torturant tous les jours. C'était assez difficile parce que, en fait, ils voulaient pas savoir que je suis journaliste. Ils savaient très bien. Mais quand ils m'ont tamponné en fait un espion du service français et qui soutient en fait aussi la résistance, qui emmène de l'argent de la part de l'État français à la résistance, parce qu'ils me disaient toujours vos politiques ils s'annoncent toujours au Parlement qui leur soutien à la résistance, et aussi Ahmad Massoud qui est en visite en France et que la France est un ami de Massoud, commandant Massoud, et son fils aujourd'hui. Donc en fait, et ils m'ont torturé tous les jours et nuits. Les journées, ils m'interrogeaient tout le temps en me frappant, et la nuit aussi, en fait, seulement la torture sans poser de questions. Mes mains minotaient, mes pieds minotaient, mes yeux bandés. Ils ne voulaient pas savoir qui je suis. Ils ne voulaient pas savoir que je dise que je suis un journaliste, un simple journaliste. Vous connaissez, vous pouvez demander au ministère des Affaires étrangères, vous pouvez demander au ministère de la Culture des talibans, ils me connaissent très bien, parce qu'on a fait déjà une quinzaine des allers-retours, et avec Mediapart, en fait, on avait des autorisations, tu te souviens? Bien sûr. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas savoir ça. Ils voulaient que je dise devant la caméra, ils voulaient m'enregistrer, ils disent qu'en fait je suis un espion, je soutiens la résistance, en me frappant, en me torturant. Donc j'ai rien dit, simplement chaque fois qu'ils m'ont frappé, ils m'ont fouetté sur place, je disais que je suis un simple journaliste. Vous pouvez me tuer, mais je suis un journaliste. C'est la première chose que tu me diras d'ailleurs lorsque l'on aura l'opportunité de se parler peu avant ta libération, parce que pendant des mois, tu n'as pas eu accès à aucun moyen de contact téléphonique avec notamment ta femme, Alexandra Mostovoja, dont on reviendra sur l'implication qui a été véritablement exceptionnelle. Mais lorsqu'on a pu se parler en septembre, dans le processus, parce qu'on s'est mobilisé pour te faire libérer, aux côtés notamment de Reporters sans frontières, mais aussi avec une journaliste qui est une amie, Solène Chalvon-Fioriti. Tu m'as dit, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, j'imaginais pas en fait rester vivant, parce qu'au moment en fait qu'ils m'ont gardé 1 mois au central de renseignement, en fait, ils étaient prêts en fait à tirer. Et tout d'un coup, en fait, au bout de 22 jours, l'agent m'a dit, en fait, il était très agacé. Il m'a dit, ah merde, on peut pas vous tuer parce que vous êtes partout dans les médias. En fait, c'est les médias qui m'ont sauvé, d'abord. Ou Mediapart, d'autres médias, en fait, qui m'ont soutenu en fait en parlant de moi, parce qu'en fait je viens de découvrir maintenant, je suis en train de voir tout ça, parce que j'étais coupé du monde, j'ai pas touché un écran depuis 10 mois. Donc en fait c'est les médias, c'est surtout le comité de soutien, ma femme Alexandra, en fait c'est pas assez. Si je remercie en fait même tous les jours, en fait c'est pas assez, et c'est grâce aux médias, c'est grâce au comité de soutien, c'est grâce à ma femme, Alexandra, que je suis là vivant aujourd'hui, de retour en France. À quoi tu te raccroches à ce moment-là, dans cette prison du GDI, alors que tu subis des sévices terribles? À quoi tu te raccroches? Est-ce que l'espoir est possible dans de telles ténèbres? Tu m'as parlé aussi de la solidarité avec d'autres détenus. Oui, alors en fait au début, j'étais assez désespéré, parce qu'ils m'ont mis dans les cellules quand en fait au bout d'1 mois au central de renseignement, ils m'ont transféré dans la prison Chache d'Arak du renseignement, en fait, où la prison est assez célèbre, qu'en fait, et c'est très rare qu'une personne sorte vivant de cette prison. Et donc, ils m'ont mis d'abord dans les cellules 2 à 3 mètres carrés, avec même parfois des membres de Daesh. J'ai passé au moins 3 semaines avec des membres de Daesh dans des cellules, et qui voulaient en fait m'étouffer en fait dans les cellules, parce que je fais partie de la minorité chiite Hazara.
et qu'en fait et les soldats, ils parlaient le français, parce que j'étais français, donc je suis français, et donc en fait, et toujours en fait, et ils parlaient à tout le monde, et ils disaient vous êtes le sale français, vous êtes l'infidèle, toujours, et donc en fait, les membres de Daesh savaient qu'en fait, moi, je suis français, et puis on discutait au début en fait, ils n'étaient pas si dangereux, voilà. Et puis plus tard, en fait, dans la nuit, 3 semaines plus tard, en fait, ils commençaient à être énervés. Vous êtes Hazara et vous êtes aussi français. Vous voyez, vous êtes abandonnés par la France. Vous voyez. Et puis après, ils étaient énervés. Puis une nuit, en fait, ils voulaient m'étouffer, en fait, pendant la nuit. Comme on était surveillés 24 heures sur 24 avec une caméra dans les cellules. Donc, en fait, ils m'ont sauvé, les soldats, et ils m'ont séparé les cellules. Tu as été donc ciblé à la fois parce que tu es journaliste, mais tu as été ciblé aussi parce que tu appartiens à cette minorité Hazara, qui est une minorité majoritairement chiite, une minorité ethnique et religieuse en Afghanistan, qui est persécutée depuis des siècles et qui a été notamment persécutée par les talibans, qui sont des fondamentalistes sunnites. Qu'est-ce que cela veut dire que tu sois ciblé à la fois en tant que journaliste, mais aussi en tant que membre de la minorité Hazara ? Oui, alors en Afghanistan, on sait très bien que les minorités chiites, les Hazaras, ciblés par Daesh, et notamment l'État islamique, et notamment les talibans depuis. Et donc, en fait, mais j'ai perdu ma grand-mère en Afghanistan. Dans un attentat à Kaboul, et d'autres membres de famille. Et on sait très bien que les talibans aujourd'hui, ils n'aiment pas en fait les Hazaras. Et peut-être qu'en fait, mon deuxième crime, c'était d'être Hazara. J'étais arrêté au moment en fait de mon reportage devant l'université de Kaboul. Et donc en fait, c'est très difficile aujourd'hui pour les journalistes locaux, notamment les Hazaras qui travaillent en fait. Ils sont les plus libres en fait, plus qui travaillent notamment avec les journalistes occidentaux en Afghanistan, collaborent avec les médias occidentaux, médias étrangers, qui aident en fait notamment, où on a rencontré plusieurs sur place à Kaboul quand on a fait des reportages pour Mediapart. Donc oui, c'est en fait aussi, on est menacé par à la fois le régime, le nouveau régime aujourd'hui, qu'on est en fait, on est enfermé, la plupart des journalistes locaux, les Afghanes et les Afghans sont en fait aujourd'hui enfermés chez eux et chez elles. Et elles ne peuvent plus, en fait, la moitié des médias afghans ont dû fermer à l'arrivée des talibans. Et notamment des journalistes qui ne peuvent plus, en fait, tous les médias, en fait, tous les médias sont censurés aujourd'hui en Afghanistan. Tout est censuré. Tu as vécu une parodie de justice qu'on a suivie de très près à Mediapart et aux côtés notamment d'Alexandra. Mercredi dernier, une cour criminelle de Kaboul a finalement prononcé ton acquittement de toute infraction incluant l'espionnage, le soutien illégal à des étrangers et l'aide au franchissement de frontières vers l'étranger. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'Afghanistan et sur la justice talibane aujourd'hui ? En fait, ils disent que la loi de la charia n'est pas appliquée en Afghanistan. Pas encore. Ils disent, les talibans. Mais c'est pas vrai, ça. J'ai vu ça dans les cellules, dans la prison. Tous les jours, on a été fouettés. Jour et nuit. J'ai vu des activistes. J'ai entendu les filles, les femmes fouettées, crier, leurs cris pendant la nuit, dans la prison, où en fait, dans la prison de Sheikh Jarrah, il y avait 1200 prisonniers politiques, à la fois Daesh et aussi des activistes afghans qui manifestaient et arrêtaient dans les cellules. On entendait leurs cris pendant la nuit. Mais c'est pas vrai, ça, en fait. C'est déjà appliqué, la loi de la charia en Afghanistan. Les femmes et les filles fouettées. Nous, on était fouettés, alors qu'en fait, on était accusés. On n'était pas des criminels. Je me suis senti, en fait, d'être kidnappé par les talibans. J'ai demandé, quand j'étais transféré au bout de 7 mois dans la prison générale de Polychari, parce qu'en fait, ils n'avaient rien sur moi, où en fait, on a passé devant le juge au tribunal criminel de Kaboul, au bout de 2-3 audiences. Le juge, il disait toujours à moi que vous êtes un espion, vous avez soutenu en fait la résistance en Afghanistan, alors qu'en fait, ils n'avaient rien sur moi. Il n'y avait rien dans mon dossier. Et au bout de 4e audience, je me suis tourné vers le juge, je lui ai dit, c'est quoi le plus grand crime dans votre émirat ?
c'est pas kidnapper quelqu'un? Et il a dit oui. Je dis, ça veut dire quoi, kidnapper quelqu'un? Ça veut dire, en fait, quelqu'un pour prendre sa liberté et mettre dans un coin, dans une prison, sans futur, sans jugement, sans rien. Et moi, je me sens ça. Et il a rien dit. Je me suis senti kidnappé sans le jugement pendant 9 mois. Et puis, au bout de 9 mois, et vous me demandez, vous vous dites encore que je suis un espion, que je soutiens la résistance. Dans cette prison de Poulet-Cherki où tu seras transféré à partir de la fin juillet, après la prison du JDI, après cet enfer entre les mains des agents des renseignements, tu vas te retrouver dans cette prison qui est une prison de droit commun, donc où se retrouvent des personnes poursuivies pour divers crimes allant d'assassinat à la drogue. Les conditions de détention vont s'améliorer, si on peut utiliser ce mot, entre guillemets. Tu vas notamment pouvoir appeler ta femme de manière régulière. J'ai vu d'ailleurs l'effet que ça a pu produire sur Alexandra et sur nous tous ici, de savoir qu'on pouvait t'entendre. On a pu avoir ensuite l'opportunité, Solène et moi, de te parler aussi par téléphone. Et c'était important aussi parce qu'à la fois tu avais besoin de parler et nous aussi on avait besoin de te parler. Mais surtout aussi, je me souviens de ce moment où tu m'as parlé de Mathioula Wissa, qui est un grand activiste de l'éducation en Afghanistan, de l'éducation notamment pour les filles, et qui est lui aussi détenu depuis plus de 6 mois en Afghanistan. Il est détenu pour il est accusé d'activité illégale. Il est le fondateur de l'association Penpat, qui n'a jamais caché son engagement, ouvrir des écoles partout où elles disparaissent, en particulier pour les filles. Il l'a fondée à la suite de son propre traumatisme. Alors qu'il était enfant, son école avait été brûlée par les talibans en 2002. Mathioula Wissa, il a été libéré aujourd'hui. Oui. J'ai vu ton visage s'illuminer tout à l'heure. Parle-nous de Mathioula Wissa et raconte-nous combien le bien que ça t'a fait de te retrouver derrière les barreaux avec Mathioula. En fait, c'est quel soulagement pour moi. J'ai passé des mois avec Mathioula, une personne incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait, lui, il vient d'être libéré. C'est la joie, en fait, comment... Je suis très très content pour lui, avec qui en fait je connais Mathioula depuis 3 ans. Je connais son travail. C'est une personne qui a aidé des milliers d'Afghans, enfants afghans, créé des dizaines d'écoles en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'en fait je suis journaliste, je dois me censurer aussi à la fois parce que je peux pas parler en détail sur les conditions et la torture dans ces prisons-là parce qu'en fait, toujours nos confrères et consorts afghans et afghans sont toujours en fait emprisonnés dans ces prisons en Afghanistan. Mais en fait, c'est important en fait de soutenir nos confrères aujourd'hui et en parler. Des Afghans et Afghanes qui souffrent en fait. Et voilà. Mais je suis très content de connaître en fait encore, passer des moments incroyables avec Mathioula dans la prison et de savoir maintenant qu'en fait il a été libéré. Ton parcours est hors norme, Mortaza. Tu es né en Afghanistan. Tu as vécu en Iran où tes parents ont dû se réfugier assez rapidement après ta naissance lors du premier règne taliban. Puis tu es revenu en Afghanistan quelques années plus tard à l'adolescence. Et assez vite, tu vas commencer une carrière de photoreporter. En 2015, tu as été contraint à l'exil. Tu as connu le parcours du combattant des réfugiés pour arriver jusqu'en France. Tu as dormi dans la rue. Tu as connu la soupe populaire. Ces épreuves t'ont forgé. Qu'est-ce que cette épreuve de la détention, de l'enfermement entre les mains des talibans t'a appris sur toi, au plus profond de ton être, mais aussi sur notre métier, sur l'état du monde, sur l'état de notre humanité? Ce que m'a fait en fait tenir dans ces prisons-là, c'était en fait plutôt, je me disais tout le temps que Mortaza, t'es un journaliste, là, fais ton travail. T'es dans la prison, oui. T'es enfermé, oui, mais tu peux entendre d'autres personnes qui sont là,
dans la prison et je me disais tout le temps peut-être que c'était mon destin en fait de venir là et rencontrer des gens incroyables dans la prison, de les entendre et peut-être plus tard raconter leur histoire. Leur histoire, oui. Mais c'était assez difficile. Je prenais des médicaments la nuit pour dormir. J'avais 1 heure ou 2 heures de sommeil. Mais en fait, à la fois, c'était mon combat, en fait. Donner la parole à ceux qui n'ont pas. Et aux gens, en fait, notamment les Afghans aujourd'hui, parce que la plupart des journalistes occidentaux aujourd'hui, en fait, leurs demandes de visa et autorisation auprès des talibans ont été refusées. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais un des rares journalistes qui pouvait en fait encore aller en Afghanistan. Même derrière les barreaux, tu as continué à exercer ton métier de journaliste, finalement. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ce travail-là plus tard, parce que tu as d'autres priorités aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a forgé? Qu'est-ce que ça t'a dit sur toi? Tu continues d'être journaliste. D'où te vient cet engagement sans faille pour le journalisme? Parce qu'en fait... Elles sont où les racines de ce Mortaza journaliste, même dans les pires conditions, derrière les barreaux des geôles talibanes? Alors en fait, comme j'ai dû quitter mon pays au début en fait, à l'arrivée des talibans en 1996. Puis après en fait, on a été réfugiés en Iran. Ma famille toujours sont là-bas et j'ai passé en fait mon enfance dans l'usine de briques en Iran. J'ai dû travailler à l'âge de 5 ans, 6 ans. J'ai vu beaucoup d'injustices partout, dans plusieurs pays. Et ça m'a en fait choqué quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. Et les enfants dans les pays d'accueil me disaient « Ah, pourquoi vous venez chez nous? Vous prenez notre travail ?» Alors qu'en fait, ils étaient enfants aussi. J'étais un enfant. Et je rentrais à la maison en pleurant. Pourquoi, en fait, on est là? Et mon père et ma mère m'ont expliqué, voilà, s'il y a la guerre en Afghanistan, c'est pour ça on est parti. Et là encore, en fait, voir en fait dans les manifestations en Iran en 2009, alors que j'avais 14 ans. Et je voyais en fait aussi, incroyablement, j'avais un petit appareil photo, j'étais en train de prendre des photos pour moi-même. En fait, j'étais pas un journaliste à l'époque. Et en fait, j'étais arrêté. Et je me suis dit, pourquoi j'étais arrêté? Alors qu'en fait, je prenais des photos, j'étais un gamin. Et c'est pour ça m'a poussé en fait. En fait, c'est important pour moi. Parce que, comme je dis tout le temps, en fait, on ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales. Et les reporters de terrain, surtout les reporters en fait, qui partent dans ces pays en fait, pour savoir ce qui se passe vraiment en fait aujourd'hui en Israël, à Gaza, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen. Il faut pas oublier ces conflits-là. Et c'est pour ça que c'est mon combat en fait, de donner la parole à ceux qui n'ont pas, notamment aujourd'hui avec la question des migrations, les réfugiés. J'étais un réfugié 2 fois, plusieurs fois. Et d'ailleurs, tu as participé à cofonder un site d'information Giti News avec des confrères exilés. C'est aussi une de tes premières grandes expériences journalistiques ici sur le sol français. C'est très important et je me souviens de ton travail sur plein d'autres terrains et notamment le travail que tu as réalisé à Lesbos, Oui. dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Tu es vraiment sans cesse guidé par cette devise, être la voix des sans-voix. En fait, comme on dit en France, nous, on se bat en fait aujourd'hui. C'est ça en fait. Il faut que chaque Français, chaque Française, pour l'égalité, fraternité et la liberté. Et c'est aussi en fait notre but en tant que journaliste. Et se battre en fait pour en fait la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et comme on voit en fait la liberté de la presse, la liberté d'expression est de plus en plus menacée. Et même ici en France, on voit ça. Et notamment dans les pays en fait en guerre. Et donc il faut pas oublier en fait, il faut pas abandonner les Afghanes et les Afghans aujourd'hui où en fait il y a plus de médias. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté d'expression.
Je sais que tu as plein de projets professionnels, mais parmi tous les projets que tu as, lequel te semble le plus prioritaire aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, c'est de reprendre en fait ma vie quotidienne d'avant. C'est très difficile parce que j'ai des cauchemars. J'ai des cauchemars. Je me réveille dans la nuit 2-3 fois. J'ai peur, quoi. Mais en fait, oui, je veux reprendre ma vie quotidienne, respirer, prendre de l'air, aller dans un restaurant comme avant, marcher dans le parc et respirer, en fait, surtout. Être libre, en fait, parler, rencontrer mes amis proches, être avec ma femme, Alexandra, et en fait, plus tard, reprendre mon travail. Le journalisme, c'est mon combat. Je veux commencer tout de suite, mais je peux pas. Tu vas d'abord prendre le temps de respirer la liberté, Mortaza. Vraiment, on est là en soutien derrière toi. Merci. Et je vais citer Alexandra Mosto Vadja, ta femme. Avec la libération de Mortaza, la lumière est revenue dans mon monde et la vie peut désormais recommencer. Je pense qu'elle résume assez bien l'état d'esprit qui est le tien, mais aussi qui est le nôtre, avec cette lumière revenue, la lumière Mortaza revenue dans notre monde. Merci encore infiniment d'être le journaliste que tu es, la personne que tu es, Mortaza Beboudi. On se retrouvera, on te lira, on te suivra à Mediapart et ailleurs, à France Télévisions, à Arte, Radio France, Libération. Et avant cela, vraiment, on te souhaite tout le meilleur pour respirer, savourer la liberté retrouvée. Merci Mortaza. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Mediapart. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mediapart est un journal indépendant parce que seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Merci.